Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Ce soir, Jean-Claude Bourret, nous l'avons promis à nos auditeurs, nous allons répondre aux nombreuses questions qu'ils nous posent, que ce soit par courrier ou par le moyen des cassettes. Et avec nous dans le studio, il y a monsieur Jean-Claude Ribes. Nous allons l'entendre tout à l'heure, vous allez nous le présenter également. Mais auparavant, je crois que monsieur Guérin, qui a été l'un de nos invités dans ce dossier OVNI Pas de panique, a voulu faire une petite mise au point. Effectivement, Pierre Guérin est entré en communication avec nous, non pas par téléphone, non pas en venant nous voir, mais en utilisant le moyen, Claude Villers, que vous proposez aux auditeurs, la cassette, et voici ce que nous avons reçu de lui. Il est actuellement sur le pic du Midi. Dans le dossier OVNI de vendredi dernier, Jean-Claude Bourret, vous avez rappelé les noms et adresses de 2 groupements privés français qui s'occupent des OVNI, et vous avez dit que Pierre Guérin les jugeait sérieux. Or, je n'ai jamais employé ce mot, qui pourrait laisser croire à vos auditeurs que je cautionne ces groupements. C'est pourquoi je voudrais faire une petite mise au point. Il m'est impossible de cautionner aucun groupement privé, pour la bonne raison que les articles qui paraissent dans les revues publiées par ces groupements sont de valeur très inégale et ne sont généralement pas soumis à une critique sérieuse avant leur parution. Alors on trouve le meilleur et le pire, et un scientifique n'est pas toujours à l'aise là-dedans. Ce que j'ai dit, et que je répète, c'est que le GEPA et Lumière dans la nuit font du bon travail et sont honnêtes. Je veux dire par là qu'ils font de bonnes enquêtes sur les témoignages d'OVNI, ce qui est absolument primordial. Et qu'ils ne publient jamais des cas fabriqués de toutes pièces pour en tirer bénéfice. Eh bien, c'est pour cela, et pour cela seulement, que j'ai cité les noms des 2 groupements en question. C'était donc la mise au point de M. Pierre Guérin, qui fut l'un de nos invités dans ce dossier OVNI Pas de panique. Ce soir, encore une fois, nous allons répondre à vos nombreuses questions. Et avec nous dans ce studio, je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Jean-Claude Ribes, que Jean-Claude Bourret, vous allez nous présenter maintenant. Eh bien, M. Ribes est tout simplement, si j'ose dire, radioastronome et polytechnicien. Vous voyez que c'est un monsieur très sérieux. Et je me tourne donc vers vous, Monsieur Ribes, parce que les auditeurs nous ont posé un certain nombre de questions sur la galaxie et à travers la galaxie, l'existence des extraterrestres. Mais avant d'aller aussi loin dans notre système planétaire, je voudrais tout de même vous poser une première question qui revient assez souvent dans les lettres. Est-ce qu'il y a, compte tenu des nouvelles explorations, est-ce qu'il y a des formes de vie qui ont été découvertes sur les planètes de notre propre système solaire ? Bon, on ne sait pas à proprement parler. Il est certain que dans les planètes du système solaire, les possibilités de vie ne sont pas très attrayantes. Elles sont soit très froides, soit très chaudes. Je ne parle même pas des planètes lointaines comme Jupiter et au-delà, qui sont vraiment glacées, qui contiennent du méthane, de l'ammoniac et autres produits quand même assez peu sympathiques pour la vie, bien que ce ne soit pas totalement impossible, mais enfin ça paraît très difficile. Les planètes auxquelles on pense sont Mars et Vénus, les plus proches de la Terre. Mars est un peu plus loin que la Terre du Soleil, donc est un peu plus froide. Il y a très peu d'atmosphère, il n'y a pas d'oxygène ou pratiquement pas, donc c'est difficile, mais il n'est pas du tout exclu que certaines formes de vie existent, et on le saura lorsque des sondes du type des sondes soviétiques qui se sont posées se poseront et fonctionneront pendant assez longtemps pour transmettre des mesures indiquant s'il existe une forme de vie. Sur Vénus, c'est un peu les conditions inverses, il fait très chaud, une pression énorme, la température est de l'ordre de 300 degrés et la pression est de l'ordre de 100 atmosphères, c'est-à-dire un peu une pression qu'on trouve dans le fond des océans, ce qui n'exclut pas du tout la vie, bien sûr, mais enfin c'est aussi des conditions difficiles. Et là, on n'a pas d'informations du tout pour le moment sur ce qu'il pourrait y avoir. Maintenant, ce qui est certain, on peut dire vraiment certain, c'est qu'il n'existe pas de forme de vie évoluée, en particulier il n'existe pas de civilisation technique disposant de la radio ou s'éclairant. Par exemple, des villes éclairées sur Mars seraient parfaitement visibles au télescope pendant la nuit martienne. Et s'ils avaient la radio, s'ils avaient la télévision, des procédés de ce genre, on recevrait leurs ondes avec une puissance énorme par rapport aux puissances qu'on reçoit, nous, en radioastronomie. Le semble-t-il, au sein même des planètes de notre propre système solaire, mais si on va au-delà dans la galaxie, et je crois que le mot galaxie mériterait peut-être juste un mot d'explication, Jean-Claude Ribes. Oui, la galaxie, c'est ce qu'on voit sous le nom de Voie lactée, c'est vraiment l'univers dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un ensemble d'étoiles. Il y a environ 100 milliards d'étoiles, dont chacune est un soleil plus ou moins comme le nôtre. Vous dites 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, comment avez-vous fait pour les compter ? Eh bien, on ne les a pas toutes comptées une par une, bien sûr,
Mais le procédé employé consiste à compter des étoiles dans un petit carré de ciel, tout petit. On compte quelques centaines ou quelques milliers d'étoiles. On fait ça sur tout un tas d'échantillons pris dans diverses régions du ciel, et on en déduit donc la densité d'étoiles, et en extrapolant sur toute la bande de ciel visible, on en déduit le nombre total, et on ne se trompe pas beaucoup. Donc la galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Et il y a bien d'autres galaxies. Et il y a bien d'autres galaxies, il y a des milliards, probablement des dizaines de milliards de galaxies comme la nôtre. Voilà évidemment qui fait rêver. Et au sein même de notre galaxie, qui fait quel diamètre? Quelle est la distance? Notre galaxie fait 100 000 années-lumière. Il faut peut-être préciser ce que c'est qu'une année-lumière. C'est la distance que parcourt la lumière en un an. Et comme la lumière parcourt 300 000 km par seconde, ça représente un nombre assez astronomique de kilomètres. Oui, ça représente surtout une belle multiplication. Voilà, mais si vous voulez, pour faire un petit peu sentir ce que c'est que cette distance, on peut prendre des comparaisons. Le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est loin, mais c'est une distance qu'on peut à peu près imaginer. Or, la lumière du Soleil met 8 minutes et quelques pour nous parvenir. La lumière de l'étoile la plus proche du Soleil met 4 ans pour venir. Ça donne une idée du vide qu'il y a entre les étoiles. Alors, au sein même de cette galaxie dans laquelle nous vivons, est-ce qu'il y a des possibilités de vie? Est-ce qu'il y a d'autres planètes comme la Terre? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est même pratiquement certain. D'abord, théoriquement, on sait que maintenant toutes les théories modernes depuis environ une vingtaine d'années supposent que la formation d'un système planétaire est un stade naturel de l'évolution d'une étoile. Probablement qu'elle se forme en même temps que l'étoile, ou postérieurement, mais en tout cas que c'est un stade naturel. Autrement dit, sur presque toutes les étoiles de notre galaxie, ça veut dire peut-être la moitié, il y a un système planétaire plus ou moins analogue au nôtre. Et par conséquent, dans de très nombreux cas, il y aura une planète plus ou moins semblable à la Terre, par conséquent présentant des conditions de vie favorables. Il reste à savoir si la vie est effectivement apparue ou apparaîtra sur toute planète ressemblant à la Terre. Alors j'imagine évidemment, Jean-Claude Ribes, que les radioastronomes dont vous êtes ont essayé déjà d'entrer en contact radio, par exemple, avec ces autres civilisations qui peuvent exister, qui seraient semblables à nous. Oui, bien sûr. L'une des meilleures possibilités de contact, c'est effectivement par la radio. Et depuis 1960, les radioastronomes ont commencé à avoir des programmes d'écoute, encore extrêmement limités, il faut bien le dire, il n'y a que quelques personnes qui s'intéressent vraiment à ce problème. Ça a donc commencé en 1960 aux États-Unis, où le professeur Drake a fait le projet qu'on a appelé le projet OSMA, consistant à écouter au voisinage de la longueur d'onde émise par l'hydrogène, qui était et qui reste encore une longueur d'onde extrêmement importante en radioastronomie. Oui, je crois qu'il faut peut-être expliquer que cet hydrogène, on le retrouve partout dans la galaxie. C'est ça, l'hydrogène est le constituant fondamental de l'univers. C'est pour ça que son étude présente un intérêt énorme en astronomie, et en particulier en radioastronomie, où il se caractérise par la présence d'une raie en radio, c'est-à-dire d'une émission à bande étroite, un petit peu comparable à l'émission d'un poste de radio sur une longueur d'onde bien précise. D'où le choix de cette longueur d'onde. D'où le choix de cette longueur d'onde, parce qu'elle est universelle dans toutes les galaxies, et que tout radioastronome de n'importe quelle étoile qu'il s'agisse va connaître cette longueur d'onde et savoir que c'est l'une des longueurs d'onde les plus importantes en radioastronomie. Donc l'idée était d'étudier autour de cette longueur d'onde, sur quelques étoiles, dans la direction de quelques étoiles voisines, assez voisines du Soleil, c'est-à-dire à 10 années-lumière environ, 10 et 11, et ressemblant assez à notre Soleil, d'écouter si on ne recevrait pas un message intelligent dans ce genre de longueur d'onde. Drake disposait d'un télescope qui était de dimension modeste par rapport à nos instruments modernes, et il observait pendant un temps assez limité, pendant 3 mois et pas à temps complet, et avec des récepteurs relativement primitifs, encore une fois, par rapport à nos moyens actuels. Alors qu'est-ce qu'il a reçu? Il n'a rien reçu, donc cette recherche était négative, ce qui était tout à fait normal. Il n'y avait pas d'espoir pratiquement qu'à la première tentative, en si peu de temps, on obtienne quelque chose. Oui, parce que ça impliquait d'abord que ces fameuses étoiles autour desquelles on supposait qu'il y avait une planète, cela impliquait que cette planète soit habitée d'une part, et que la technologie des habitants de cette planète soit exactement semblable à la nôtre. C'est ça, et qu'elle soit exactement semblable en ce moment. C'est ça qui est le plus improbable. Parce on peut admettre qu'il est très probable que sur la plupart des étoiles, il y a ou il y aura un jour une civilisation passant par à peu près le même stade que nous. Mais pour que ces deux stades coïncident, c'est évidemment beaucoup plus improbable. Et c'est ça toute la difficulté du contact. Alors, est-ce qu'on peut imaginer d'autres moyens pour essayer d'entrer en contact avec ces autres intelligences dont on soupçonne l'existence au sein même de notre galaxie? On peut imaginer d'autres moyens, mais je pense quand même que les ondes radio restent le meilleur moyen, parce que on connaît bien les ondes radio, on sait qu'elles se propagent très bien dans toute la galaxie, dans tout l'univers, puisque nous, radioastronomes, nous recevons des signaux naturels émis par différentes sortes d'astres
dans notre système. Donc nous savons que ces ondes peuvent se propager. Et nous avons communiqué avec les sondes spatiales jusqu'à des distances énormes de plusieurs centaines de millions de kilomètres déjà, il n'y a aucun problème. Donc c'est certainement un excellent moyen. Le tout, c'est d'écouter avec suffisamment de patience et pendant longtemps. Il serait souhaitable que des projets comme le projet OSMA soient repris très régulièrement. Et ça a été fait un petit peu en URSS. Il y a eu 2 projets, l'un il y a 2 ans et l'un un peu plus récemment. Et il y a eu de nouveau un projet aux États-Unis l'été dernier, où le plus grand radiotélescope, l'un des plus grands radiotélescopes de Green Bank, qui fait 100 mètres de diamètre, a été utilisé pendant 3 semaines en tout pour étudier environ 150 étoiles. Autant que je sache, il n'y a eu aucun résultat positif jusque-là. Enfin, c'était déjà un projet très analogue au projet OSMA, mais fait avec des moyens très supérieurs, c'est-à-dire environ 1000 fois plus sensibles. Jean-Claude Rib, vous êtes radioastronome, vous êtes polytechnicien. Est-ce que vous pouvez imaginer que ces fameux ovnis, dont certains ont été encore aperçus aujourd'hui autour de la Terre, et notamment au-dessus du ciel de France, est-ce qu'on peut imaginer que ces ovnis peuvent venir d'une autre planète? Oui, bien sûr, on peut l'imaginer. Et si vraiment il s'agit d'objets ayant une conduite intelligente, ce qui semble ressortir d'un bon nombre de témoignages, si on admet ces témoignages, je pense que l'explication extraterrestre est la plus rationnelle. Il faut bien dire que pour un scientifique, c'est une explication rationnelle. Elle pose des problèmes, bien sûr, à cause des problèmes de distance, de temps qu'il faut pour faire de tels voyages. C'est très difficile à concevoir. Mais en tout cas, si ça existe, c'est une explication tout à fait rationnelle. Ça a permis de remercier M. Rib d'être venu dans ce studio pour répondre aux questions des auditeurs, qui sont d'ailleurs également nos questions. Et puis, la semaine prochaine, nous aurons certainement l'occasion de répondre à d'autres questions. En attendant, Jean-Claude Bourré, nous allons continuer la deuxième partie de ce dossier OVNI, pas de panique, avec non plus des témoignages, mais des tentatives d'explication par des scientifiques. La semaine prochaine et la semaine suivante d'ailleurs, d'autres scientifiques viendront au micro de Pas de panique pour tenter d'apporter une explication à ce phénomène irritant des objets volants non identifiés. Pas de panique, dossier OVNI.